j'allais dire, et a commencé à se détacher de son environnement. Et là, nous détenons ici des clés pour comprendre ce qui a pu déclencher ce qu'on appelle la révolution néolithique. Pour vous rappeler un petit peu, pour vous faire retourner dans vos cahiers de classe, c'est ce qu'on appelait la pierre polie et la pierre taillée, pour passer de la pierre taillée à la pierre polie, qui est le néolithique. Vas-y. Il arrachait aussi avec des racines et des tubercules très variés, donc nous avons plein de tubercules, et il commençait à avoir une nourriture assez variée et assez diversifiée. Vas-y. J'ai eu aussi le plaisir d'étudier de façon tout à fait voulue toute la composante industrielle de tous ces éléments-là, et j'ai vu qu'il y avait donc des outils comme ça, comme le microburin nain, des outils qui sont à l'échelle du moins du centimètre. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, donc les pièces détachées de ces outils, à moins du centimètre, qui étaient taillés par l'homme, que j'ai étudié, que j'ai vu sous la binoculaire. Ça a permis de dire, vas-y, voilà ces outils-là. Ils sont très très petits, au-delà par rapport à ceux qu'on vient de voir tout à l'heure. Ce sont ce qu'on appelle les microlithes géométriques. Ils sont microlithiques et certains appelleraient même ça de l'élasolitisme, c'est-à-dire c'est encore plus petit que le micron. Vas-y. Voilà, je vous passe ce diagramme-là, permettez-moi non, reviens. Permettez-moi de vous le montrer. Regardez un petit peu ce pic de ces industries très petites qu'a fabriqué cet homme préhistorique d'Afalou Boulumel et la maîtrise qu'il avait donc de cette technologie et la maîtrise qu'il avait donc de son environnement. Vas-y. Voilà ces outils. Alors ça a permis d'avoir des outils encore plus fins. Et là, je vous ai montré une des planches que j'ai étudiées et regardez un petit peu la petitesse de ces objets. Petitesse de ces objets. Et ça se trouve ici. Et nous avons donc des outils encore beaucoup plus fins. Qui veut dire plus fin, c'est-à-dire beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus dans le but et beaucoup plus ciblé, beaucoup plus visé. Vas-y. Et c'est une civilisation, voilà Taza, voilà Afalou Boulumel, et c'est une culture que l'on retrouve ailleurs aussi. C'est pour ça que l'intitulé, c'est « Porte ouverte sur l'Algérie », sur la préhistoire de l'Algérie. Que nous ne sommes pas ici, ce n'est pas le nombril du monde. Nous faisons partie d'un ensemble. Et cet ensemble-là, il est sur tout le pourtour méditerranéen. Nous avons la chance d'avoir ici des ancrages profonds et des ancrages uniques qui sont propres à la région. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour faire un appel aux autorités culturelles et au mouvement associatif qui va pousser les autorités culturelles qui elles-mêmes iraient chercher des fonds pour mettre en valeur donc toute cette richesse-là. Et ça ne pourra que glorifier la région et sa population. Cette culture Afalou Boulumel se retrouve, si nous sommes à Melbou, si nous faisons une petite encablure, nous sommes donc sur le versant nord des Bibans, nous allons passer sur le versant sud des Bibans. Dans la région de Sétif, traversant les gorges de Kharrata, nous allons arriver ici à Ain Boucharit, qui porte exactement le même type de culture. C'est de l'ibéro-maurusien, avec le même type d'industrie. Voilà un petit peu, j'allais dire, l'envergure donc, de cette culture. Et, vas-y, voilà, les industries qu'on trouve à Mezloug, Ain Boucharit, et c'est dans la région de l'Alma, plus exactement. De l'Alma, et pour vous situer un peu plus, c'est dans les faubourgs premiers de la ville... Non, oui, Saint-Arnaud, mais c'est dans la ville de Timgad. Pas Timgad, pardon, de Djimila. Alors, on revient avant ça. Donc, cette ville, oui, dans la région de... C'est au nord-ouest de Sétif. C'est au nord-ouest de Sétif. Donc, cette région de Ain Boucharit, elle est limitrophe d'un site très important. Et là, en termes donc de préhistoire algérienne et de préhistoire du Maghreb.
Vas-y. C'est le site de Ain Lahnesh. C'est le site de Ain Lahnesh. J'espère que beaucoup ont entendu parler. Ce site de Ain Lahnesh nous a permis d'avoir une date, la plus ancienne date de tout le Maghreb, du peuplement du nord de l'Afrique. C'est 2 millions d'années. 2 points, je tire les conclusions. Nous sommes là depuis 2 millions d'années. Et tous ceux qui sont venus après sont venus sur un substratum, quel qu'il soit. Ils se sont mélangés aux autochtones, ils en ont pris, ils en ont donné. Tous. Et le pays n'a jamais été vidé de sa population. Tous sont venus. Donc, ce site de Ain Lahnesh, qui date donc de 2 millions d'années, et pour être précis, c'est 1 800 350 000. Donc, c'est un peu plus précisément en termes de datation. A donné donc cet outil, qui est le sphéroïde et le galet aménagé. Vas-y. C'est le premier outil, c'est le premier galet connu à travers le monde entier, où l'homme préhistorique a pris un galet d'oued comme celui-là, il a donné un coup pour en détacher un fragment, et ce qui l'intéressait, c'était d'avoir un tranchant. C'est le premier témoignage, c'est le plus ancien témoignage que l'on puisse trouver venant d'un homme, d'un acte de l'homme, pour avoir un outil pour l'utiliser. Après, cet outil, il l'a amélioré en faisant donc d'autres retouches, et ça porte ce nom anglophone, donc des choppers et des chopping tools. En français, on les appelle les galets aménagés, simples et multiples, à multiples retouches et tout ça. C'est beaucoup plus compliqué à dire en français. Donc, ce sont les premiers outils qui remontent, donc qui sont le fruit de cette culture, de ce qu'on appelle la Pebble culture, donc de cette culture très ancienne, qui est juste à côté donc des régions qui nous entourent, et qui donne donc cet ancrage encore beaucoup plus profond du peuplement de la région. Et voilà cet homme. Tout à l'heure, on était là. C'est cet homme-là. C'est Homo habilis. Homo habilis, c'est homme habile. Habile de quoi? Habile de ses mains. Habile de ses mains pour la fabrication d'outils. Il a donné ça. Ça, c'est un spécimen. On n'a pas trouvé de squelette pour le moment. On a trouvé quelques débris de mandibules, mais on n'a pas trouvé de crâne entier. Ça, sont des squelettes, ce sont des témoins pour vous donner un petit peu le type d'homme que c'était. Voilà l'objet qu'il fabriquait. Donc, ce sont ces galets aménagés. Vas-y. Et cet homme, donc de Ain Lahnesh, exactement le même que celui que l'on connaît dans la région d'Olduvai, en Tanzanie. C'est la région des Grands Rifts africains, qui est datée de 2 600 000 ans, dont l'ancêtre direct est Lucie, que beaucoup connaissent, qui, elle, est datée de 3 200 000 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une lignée d'humanité tout à fait logique, et que le peuplement de cette région vient de cette région-là. Nous sommes dans les créneaux. Je vous demande la grâce de me faire la part de mes jonglages de géologue, parce que nous, quelques millénaires, ça n'a rien, c'est 3 fois rien. Et pour nous, tout ce qui est, quand on parle de l'Antiquité, on dit il y a un quart d'heure. Donc voilà. Donc nous sommes dans une dynamique d'évolution de l'humanité tout à fait normale, qui viendrait donc de cette région, de cette région donc du Rift. Et ici, il y a 2 600 000 ans, et chez nous, nous avons 2 millions d'années. Voici. Nous faisons aussi partie donc du monde animal, et nous sommes dans une stratigraphie de géologie tout à fait banale. Et voilà la période où a commencé donc où sont nos 2 millions d'années par rapport à tout l'ancrage et à toute la profondeur de la géologie qui remonterait à 4 voire 5 milliards d'années. Vas-y. Me reste une chose qui m'est restée un petit peu en travers de la gorge quand j'ai préparé ce travail-là, c'est l'existence de l'art. Quand on voit
l'homme préhistorique, notamment celui d'Afalo-Bourumel, avec toutes ces manifestations d'art et de production de culture et de production de ces figurines, de production du badigeonnage de ces squelettes, donc de cet ocre, c'est que cet homme avait une vision artistique. Mais on n'a pas trouvé aucune grotte, on n'en connaît pas, on n'en connaît aucune grotte peinte dans la région. Il y a un certain... Alors, je vous ai montré ici cette grotte d'Ifira, donc toujours en Kabylie, où il y a des peintures, entre autres donc des tifinards, sur lesquels je ne reviendrai pas, ce n'est pas le sujet de notre travail, mais c'est pour dire que nous sommes dans pratiquement les mêmes conditions, donc du calcaire, tout ça. Les raisons sont multiples. La première raison qui viendrait à l'esprit, c'est il y en a, on n'en a pas encore trouvé. Pour cela, il va falloir faire du terrain, y aller et trouver. La deuxième raison, et je pense qu'elle y est pour beaucoup, c'est que nous sommes dans un milieu, dans un environnement très karstique où il y a beaucoup d'écoulements d'eau et beaucoup de dépôts de calcite. D'où cette prolifération de grottes karstiques avec plein d'éléments, donc de colonnes, de stalagmites, de stalactites qui descendent et qui font la beauté donc, de ces grottes-là. Et que si même il y avait eu de l'art qui aurait été fait sur ces calcaires, il ne serait pas resté ou il serait en dessous de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes chances, et ce ne serait pas impossible d'en trouver, qu'il y a des chances qu'on ait donc de l'art qui pourrait exister dans la région. Vas-y. Je vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Ça, je tiens à vous le dire. 30 ans à Sétif, on connaît l'ilma, mais on n'a jamais entendu ça. Et moi, je vous donnerai une idée. Pourquoi vous ne faites pas un fonds, créer un fonds dedans, genre d'un petit compte bancaire que tout le monde donne ce qu'il peut pour sauver Béjaïa et l'histoire de Béjaïa. Hein? Et on vous met président d'honneur. Je disais que c'est l'appel que je faisais au mouvement associatif, un petit peu pour booster tout cela. Et moi, j'y crois beaucoup au mouvement associatif, hein, au-delà des institutions, pour lesquelles je ne jette pas la pierre. Mais le fait est que, bon, je suis vraiment déçu que vous n'ayez pas entendu parler donc, de Ain Dahnish tout en étant à Sétif, alors que c'est à quelques encablures. Et vous n'êtes pas... Vous savez, tout à l'heure, ce que je disais pour Afalo-Bourumel, que c'est devenu un endroit infréquentable, c'est devenu inaccessible, un dépotoir, quoi, donc Hachakom. La même chose vient, ils sont en train de nettoyer, on n'a pas parlé d'un autre ancrage de l'histoire de ce pays-là, c'est l'homme de Mascara, l'Atlanthrope, qui datait de 500 000 ans, qui est à l'origine de la création du feu, qui est à Mascara, en plein cœur de Mascara. Plein cœur de la Mascara, il y a une cité ADL à côté, c'est la poubelle de la cité ADL. L'université d'Alger, parce qu'elle veut s'intéresser à cela, commence par nettoyer cela, le lieu, mais voilà, donc c'est une prise en charge de notre culture avec toutes ses dimensions. Et encore une fois, je vais encore être direct, pas de langue de bois. Ce qui m'aurait intéressé ici, je ne sais pas si c'est le cas, c'est que les médias, il faut que les médias soient là. Les médias soient là parce que bon, il y a un problème. Moi, j'ai fait un effort pour présenter ça. C'est un effort qui coûte. Pourquoi ? Il coûte pour une chose très simple. C'est que moi, je suis un scientifique, je suis un académicien. J'écris à l'Académie des sciences, j'ai déjà publié à l'Académie des sciences un certain nombre de papiers dans les revues scientifiques, ça ne me pose pas de problème. Transmettre l'information et transmettre la connaissance au grand public, ça c'est un autre travail. C'est un autre travail que moi je ne sais pas faire, parce que tout à l'heure j'ai été obligé de vous montrer mes diagrammes qui sont barbants. Mais ça, moi ça me parle, mais ça ne peut pas parler. Donc il faudrait qu'il y ait un travail de communication transmis par ce que moi j'appelle les communicateurs, qui viendraient vers les scientifiques, quelle que soit la spécialité du scientifique, prendraient un texte, le rédigeraient dans leur façon, qu'il y ait correction pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'information, et que la science passe chez la population.
Effectivement, quand on parlait d'Afalou Bourmel, j'en connais un bout, honnêtement, et j'ai participé quand même à quelques fouilles aussi avec Dr Slimane Hachi, évidemment, donc après avoir repris les recherches. Et évidemment, d'abord sur le plan de vulgarisation, hein, c'est-à-dire qui est très important, il n'y a pas de travaux, de travaux qui ont été quand même vulgarisés et mis, c'est-à-dire en avant, étant donné en Algérie, on considère ça comme c'est la dernière charrue, la dernière charrette de tout un monde. Parce que quand on dit que l'existence de l'Algérie ou de l'Algérien, etc., l'existence de l'Algérien en Nord d'Afrique, il est venu d'ailleurs, alors que les fouilles, évidemment, ce que vous êtes en train de clarifier, donc c'est tout, personnellement que je connaissais déjà longtemps, mais maintenant c'est extraordinaire étant donné qu'il est clarifié par un scientifique quand même que les gens, la science a pu c'est-à-dire montrer. Donc c'est un cas, c'est un tabou, d'où permettez-moi de rattacher ça à la politique actuelle, étant donné que le maghrébin, le berbère, il est venu de... Donc ça, entre guillemets. Donc maintenant, si on revient à Afalou Bourmel, évidemment, Afalou Bourmel, donc c'est une grotte, c'est une merveilleuse grotte, étant donné, encore une information, elle a failli être détruite pas loin de 2-3 ans par le passage de la route, parce que les gens n'ont pas pris en considération, évidemment, quand ils ont élargi la route, elle a failli être détruite par les travaux. Ça fait partie de la méconnaissance et de l'importance de cette grotte par rapport à ce qu'il peut donner à l'identité nationale et aussi à l'homme civilisé ou à l'homme, ce qui a donné apparemment l'homme moderne méditerranéen ou l'homme moderne de l'Afrique de riverain sud de la Méditerranée. Donc, la question, pourquoi vous, les scientifiques, c'est-à-dire que je me pose, il n'y a pas aussi de documentaire, c'est-à-dire qui permet de vulgariser, qui permet de montrer, comme ils font ailleurs, par exemple, les documentaristes scientifiques, historiques, etc. On aurait aimé qu'il y ait constitution d'un mouvement, j'allais dire, de ce que moi j'appelle les communicateurs, c'est-à-dire que des gens de la communication, donc qui est un métier en soi. On n'invente pas, on ne s'invente pas communicateur. On ne s'invente pas journaliste. On ne s'invente pas ni photographe ni caméraman. C'est des métiers en soi. Donc, moi j'ai fait, et on a fait, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. On fait des initiatives. Mais je ne pourrais pas faire un documentaire professionnel. Il faudrait que les gens, il faudrait que la RTA ou le NTV s'y intéressent. Il faudrait que le journal Watan, il faudrait que le journal en question s'intéresse. Vous savez, les journaux, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce monde-là. Les journaux, je vais vous poser une question. Pourquoi, en Algérie, il n'y a pas d'hebdomadaire, il n'y a pas de mensuel? Il n'y a que des quotidiens. Parce que les quotidiens, ça rapporte. Parce que pour un mensuel, vous envoyez un journaliste, vous le payez 1 mois pour qu'il vous rapporte 3 pages. Ce n'est pas intéressant. Donc il n'y a pas de professionnalisme dans le journalisme et des revues scientifiques qui amèneraient donc l'information scientifique barbante de chez le scientifique jusqu'à qu'il la sortirait des labos vers les gens. Je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas le faire, moi. Je peux faire des initiatives comme ça. Je suis prêt à me mettre avec un journaliste et à travailler. Mais c'est à lui de faire le travail. C'est à lui de faire le travail pour que le travail arrive à bon escient. Et arrive, j'allais dire, pour que l'on puisse... Vous savez, les Tunisiens, ils ont 3 bouts de céramique, qalbin denia. Qalbin denia. Moi, quand j'écoute des trucs, là, des documentaires qu'on passe sur l'Europe en termes de préhistoire, ils font de ces raccourcis. Ils font de ces raccourcis extraordinaires. Eh bien, permettez-moi, puisqu'on y est, je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai travaillé au Tassili sur l'art rupestre. On va parler d'art rupestre. L'art rupestre, tel qu'il est conçu par les scientifiques européens, nos collègues, il est conçu quand ils sont gentils, l'art rupestre du Maghreb et du Sahara, quand ils sont gentils, ils nous calent sur 3000-4000 ans. Ils nous calent sur 3-4 000 ans. Le leur est à 20 000 ans.
Le leur est à 20 000 ans. Sur les mêmes éléments d'analyse, le leur est à 20 000 ans. Il s'est trouvé que par un heureux hasard, en travaillant au Tassili, par ma qualité de géologue, en travaillant avec une équipe, avec le parc national du Tassili, j'ai pu mettre en évidence l'art rupestre bubalin, celui des grands bœufs là qu'on voit. Je vous passe tous les détails de l'analyse. Les résultats d'analyse ont fait que notre art était au-delà de 10 000 ans. Je l'ai calé à 13 000 ans. Je dis je. Le papier, je l'ai proposé à Yves Coppens, pour ceux qui le connaissent. Le papier, je l'ai proposé à Yves Coppens, qui était mon prof. Yves Coppens l'a passé à l'Académie des sciences de Paris. Ça a été publié à l'Académie des sciences de Paris. Il y a eu un holà, la guerre mondiale. Tous les chercheurs français se sont élevés. Pourquoi que Najib Farhat parle d'un art comme ça? C'est quoi ça? Eh bien, comme l'Académie des sciences est une boîte sérieuse, secrétariat scientifique, ils ont posé, donc on a eu à discuter ensemble et tout. Ils ont republié mon travail, ils ont confirmé le travail. Eh bien, le travail, l'art rupestre saharien aujourd'hui est de 13 000 ans. Il n'est plus de 3 000 ans. J'ai envie de rebondir un petit peu sur l'intervention de madame. Elle a cité le site de Ain Lahnish. Donc je pose la question à ces deux messieurs là-bas. C'est-à-dire, j'ai envie qu'ils nous disent un petit peu quelque chose sur Ain Lahnish. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais bientôt on dira même plus le ulma, on dira Dubaï. Non, mais ça parle là que disaient les gens, ça va foutre le camp, il n'y aura plus ni sétif, ni le ulma, il n'y aura ni sétifis, il y aura Dubaï. Alors, donc Ain Lahnish, ils vont nous en parler d'une manière plus sérieuse, mais sinon, je lisais, ça fait pas longtemps, un très bon livre écrit par un très grand Algérien, Abdelrahman Haj Nasser, La martingale algérienne. Un livre qui a été dédicacé dans cette salle. C'est un auteur que je respecte beaucoup, c'est un livre que je considère très grand, mais je suis arrivé à un passage où il parle de Ain Lahnish et il le situe à Guelma. Non. Je vous jure, si vous avez lu ce livre, vous allez le voir. J'ai eu un haut le cœur, je me dis quand même un livre sérieux. Du coup, je me suis dit non, finalement ce livre est un peu approximatif quand même. Parce que Ain Lahnish, c'est à l'Ulma, c'est pas à Guelma, c'est à l'Ulma. N'est-ce pas? Pardon? Barzakh. Martingale algérien. Donc, mais sinon, monsieur Najib Farhat qui a parlé, qui a été brillant, il n'a même pas déjeuné. Nous lui avons ramené un casse-croûte, il est là. Je ne sais pas s'il peut le manger la bouche pleine, il va répondre à la bouche pleine. Mais j'ai envie qu'il nous dise un peu pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on nous empêche de savoir d'où nous venons, comment nous nous sommes faits, comment... Je veux dire, c'est pas anodin, c'est voulu tout ça, c'est l'histoire de l'Algérienne qui se met. Quand les gens parlent de Béjaïa, ils disent l'Hammadiyyin, mais Béjaïa c'est beaucoup plus vieux que ça. Le fait de dire l'Hammadiyyin, finalement, ça renvoie à une histoire toute récente, c'est la conquête arabe, c'est tout. Mais alors qu'en même temps, tout le monde sait que Béjaïa à l'époque romaine s'appelait Saldé, donc elle existait à l'époque romaine déjà. On sait que l'aqueduc de Toudja a été construit par les Romains pour ramener de l'eau de Toudja. Et tous ces trous-là dans notre histoire, tout ce désert, il est voulu. C'est fabriqué, c'est entretenu. Et j'ai envie que M. Ali Sayad nous en dise quelque chose, et merci. Saldae, c'est même antérieur à l'époque romaine, c'est même antérieur à l'époque punique, puisque maintenant, Najib Farhat nous dit que il y a 200 000 ans, il y a une culture, il y a une culture préhistorique, où non seulement il y avait une industrie lithique, une industrie de la pierre, mais il y avait aussi un rituel culturel pour l'enterrement de leurs morts. Et le fait d'avoir vu cette tête teinte avec de l'argile, ça signifie tout un rituel, toute une éducation, toute une culture, toute une civilisation, je dirais, de l'art préhistorique. Vous disiez tout à l'heure donc l'époque romaine. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce n'est pas les Romains qui ont construit l'aqueduc de Toudja, ce n'est pas les Romains qui ont construit Toubou-Soubtou, ce n'est pas les Romains qui ont construit Tiklet, ce sont les Numido-Romains.
Parce que même les Romains, vous savez, ils ne venaient pas ici pour être... ils venaient ici pour romaniser les gens et repartir. Donc ce sont nos ancêtres qui ont construit tout cela. Et il y a au-delà donc de Tujar, il y a aussi Fnaya. Il y a Fnaya qui est juste à côté, juste à côté d'Al-Qasr. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi donc des aqueducs qui sont construits de part et d'autre de la Soumam d'ailleurs, qui vont vers les citernes, ce qu'on appelle les citernes dans la région de Toubou-Zoubtou. Et tout ça, ce sont des faits, ce sont des constructions donc de nos ancêtres directs. Donc ce sont des numides romains. Vous m'interpellez pour parler donc du site de Ain Lahnesh. C'est bien ça. Donc le site de Ain Lahnesh est un ancrage chronologique et civilisationnel du Maghreb. C'est pas Ain Lahnesh, c'est Dubaï. Non. J'en ai déjà parlé à Sétif, à la Maison de la Culture de Sétif. Et là, c'est une anecdote, je vous en parlerai après l'histoire, l'anecdote. Donc, Ain Lahnesh est un ancrage important. D'ailleurs, c'est une petite bagarre, entre guillemets, scientifique entre nous et les Marocains, qui ont 1 700 000 ans et qui pensent que leur date est plus valable que la nôtre. Bon, mais allez, c'est pas un problème. Tout ça, ça rentre dans le... C'est entre frères. Hein? C'est entre frères. Non, c'est pas un problème de frères. Ça rentre dans un débat scientifique. Ouais, ça dépend donc des approches. C'est secondaire. Le fait est que nous avons donc un point d'ancrage important. Ça se trouve donc au nord-ouest de l'Alma. C'est à côté donc de Djimila. C'est à côté donc de ce site qui est encore plus méconnu de celui de Ain Boucharit. Moi, j'en ai fait le rapprochement d'Ain Boucharit. Alors, c'est sur une terre agricole d'un particulier. Hein. Depuis tout à l'heure, j'essaye de me rappeler donc du nom de la personne, du propriétaire du terrain. Donc, c'est un terrain agricole. C'est un paléolac. Alors, Ain Lahnesh, c'est quoi? C'est un paléolac. C'est un ancien lac qui est donc dans les eaux étaient issues donc du piémont sud donc des Bibans et qui a formé donc ce grand lac dont on a aujourd'hui les dépôts. Donc, ce sont des sédiments gréseux, argileux, gréseux, et dans lequel il y a eu donc la découverte donc de cette industrie. Il y a aussi la découverte d'autres choses. Il y a eu la découverte aussi d'éléphants, d'hippopotames. J'ai pas axé mon speech sur Ain Lahnesh, mais à Ain Lahnesh, il y a énormément de choses à dire. Donc il y a des éléphants, il y a tout un environnement, un paléo-environnement qui était propre donc à cette région-là et qui a permis aux gens de s'installer. Ce sont des gens qui se sont installés, cet Homo habilis s'est installé tout autour de ce lac. Il faut imaginer un petit peu cet environnement. Ce lac avec des roselières, avec des joncs, J-O-N-C, hein, donc des joncs autour, donc des palmeraies, plein de choses. Et puis, il y avait des éléphants, il y avait donc du phacochère, il y avait aussi des rhinocéros, il y avait des bubales, et tout cet environnement-là est encore, j'allais dire, où les restes de ces animaux sont encore en couche, quoi, donc sont encore en place. Et ce site de Ain Lahnesh a été repris par l'université, par un ancien de l'université d'Alger qui est installé actuellement aux États-Unis, Sahnouni, Mohamed Sahnouni, qui a composé donc une équipe de recherche avec l'université d'Alger, l'Institut d'archéologie, et qui viennent chaque année, ils ont repris les fouilles de Ain Lahnesh, et qui viennent, je pense, tous les ans, passer un mois et demi à fouiller, donc à reprendre la fouille d'Ain Lahnesh. Et c'est un site aussi très important, et ils ont confirmé donc un certain nombre de choses qui ont été remises à jour par Arambourg à l'époque, quand ça a été découvert. Voilà ce que je peux vous dire de façon assez succincte sur Ain Lahnesh, mais c'est un endroit qui est très important, qui montre un petit peu l'ancrage ancien, très ancien, donc du peuplement du Maghreb. Et le site de Ain Lahnesh, au niveau scientifique, le monde entier en fait référence. Il existe dans toutes les bibliographies, il existe dans toutes les... on ne peut pas parler de... Comme je vous ai parlé tout à l'heure d'Oldoway en Tanzanie et des choses comme ça, on parle d'Ain Lahnesh, tout simplement.
tout simplement, et de façon tout à fait sereine. Et ça fait partie des ancrages de l'humanité, avec un grand H, hein, c'est au-delà du peuplement local. Hein. Ça fait partie de la connaissance. Celui qui ne connaît pas Ain Hnash n'est pas préhistorien, par exemple. On peut pas, on l'enseigne aux étudiants. Sidi Brabah, géologue pétrolier. Alors j'ai eu la chance pendant 30 ans de voir de très près ces outils fabriqués par les hommes du néolithique au sud, au Sahara. Alors ce que je veux savoir, est-ce que ces hommes, l'Homo sapiens, est-ce que l'Homo sapiens de notre région est le même que celui qui a vécu au Sahara, au sud de l'Algérie, vu la similitude des formes et de la matière utilisée pour tailler ces outils, entre autres le silex. Est différent du chercheur préhistorien, de ce que nous sommes, nous. Là, on vivait, tout simplement. Il vivait dans son environnement et inventait les objets pour répondre aux contraintes de son environnement. L'homme ne s'est pas levé un matin, il a ouvert la porte, il est rentré au néolithique. C'est un phénomène que l'on appelle la néolithisation, qui a commencé il y a des millions d'années, ou des milliers d'années avant. Donc c'est un processus qui est lent dans le temps. Et bien sûr, il y a des similitudes que l'on retrouve entre les industries que l'on voit donc, au Sahara, qui sont en surface. Ici, ils sont en couche, ils sont dans des stratigraphies, en couche plutôt, pas dans des stratigraphies, parce que même ceux qui sont en surface sont en stratigraphie géomorphologique. Donc l'homme a répondu à cela, et il a essentiellement été obligé de chasser. Il a été obligé donc pour répondre à ses besoins. Il a inventé pratiquement les mêmes outils. Ils ne sont pas exactement similaires. Pratiquement, grosso modo, les mêmes outils, qui ne sont pas automatiquement contemporains à quelques millénaires près, mais on a pratiquement donc le même schéma. Et ce que vous avez vu au Sahara, ce sont il y a un outil qu'on ne retrouve pas au nord, c'est la pointe de flèche, qui est malheureusement volée par tous ceux qui passent devant, et qui est vendu actuellement, vous savez, qui est vendu actuellement à Paris, chez les grandes maisons de joaillerie et de bijouterie, où j'ai eu l'occasion de voir à Paris un bout de flèche, une grande flèche comme ça, sertie dans de l'or, mise en pendentif, comme nos préhistoriques. Et puis c'est écrit dessous, flèche néolithique saharienne. Et c'est vendu donc comme un bijou. Hein. Et il y a des milliers et des milliers de pièces qui sortent tous les ans de ce pays-là. On ne peut pas contrôler, c'est impossible de contrôler. Je ne jette pas la pierre ni au gouvernement, ni aux gens du parc. Vous savez, les gens des parcs, vous savez le parc du Hogar. Le parc du Hogar, il fait 500 000 km², il est plus large que la Belgique. Il est plus large que la Belgique, 500 000 km². Il est au-delà de la wilaya de Tamanrasset. Les gens du parc, ils ont 3 véhicules. Ils sont interdits de radio, parce que la radio, il faut avoir des autorisations monstres pour l'avoir. Le GPS, pareil. Alors, comment voulez-vous contrôler, s'il vous plaît, 500 000 km² ou le touriste qui va passer, qui va prendre une pointe de flèche, la mettre dans sa poche? Il faut vraiment tomber sur le cul, le gars, quoi, lui dire ne prends pas. Et là, il apprendrait, quoi qu'il en soit. Donc, sans pour autant jeter la pierre à personne, les choses s'en vendent. Il faut tout simplement, j'allais dire, essayer de limiter les dégâts en y travaillant, en y allant, en essayant de tirer le maximum d'informations pour préserver au moins ce phylum historique et des cultures donc, du pays. Mais en termes d'objets matériels, on n'y échappera pas. Hein. Ce que j'ai vu à Paris peut se trouver à Londres, ou peut se trouver aux États-Unis, ailleurs. J'ai appris par mon ami Bouhmila qu'on n'a pas pu vous donner un repas. Moi, je vous pose la question. Est-ce que les pouvoirs publics vous encouragent et vous aident à mener ces travaux? C'est la seule question que j'aimerais... Vous savez, la culture, il y a un ministre de la Culture qui a dit une fois, je l'ai entendu dans une réunion,
qui a dit qu'il avait vu le programme du gouvernement et que le programme du gouvernement tel qu'il était fait, il était fait sur un document de 170 pages. Et il y avait une quinzaine de pages de remerciements, pour mettre les acronymes, pour mettre donc tout un certain nombre de choses, tablées de matière et tout. Et le secteur de la culture était abordé à la 156e page. Alors de là, je crois que j'ai répondu à votre question. Ce n'est pas un problème de... vous savez, en plus de ça, il y a un autre phénomène qui vient se greffer à cela. Ça, ce n'est pas de la culture. Ce qu'on vient de dire ici, ce n'est pas de la culture. Non, c'est pas de la... Je suis désolé, non, ce n'est pas de la culture. Ce n'est pas de la culture. La culture, c'est Shtahurdih. Je suis d'accord avec Shtahurdih et il n'y a aucun problème. Ça, c'est de la science et l'histoire. Non, malish. Monsieur me parlait de la culture, donc est-ce que les pouvoirs publics, et c'est pas propre à l'Algérie. Croyez-moi que c'est pas propre à l'Algérie. On le ressent parce que c'est chez nous, parce qu'on on a la rage de faire des choses. C'est pas propre à l'Algérie. La culture, c'est la 6e roue de la charrette. Donc de façon globale, de façon générale. Et en termes de moyens, il y a... Le problème qui se pose, c'est un problème de relève. Nous, on a été, comme l'a dit Ali tout à l'heure, on a été un petit peu poussés par des gens comme Mamri pour faire des choses, parce qu'on y croyait. On y croyait. Quand on était à l'université, on courait tous pour avoir une bourse. Pourquoi? Pour faire un déménagement et rentrer à la fac. Pour faire un truc, parce qu'on y croyait. Faire acheter une voiture qu'on n'avait pas à l'époque, tu la remplissais avec du zembrinque, du n'importe quoi, et tu rentres pour revenir à la fac. Maintenant, que font nos enfants? Ils veulent tous partir. C'est le truc inverse. C'est malheureux. Ils veulent tous partir. Parce qu'il n'y a pas d'encouragement, tout domaine confondu. Il y a et moi, je ne jette encore une fois la pierre à personne parce que je suis aussi responsable, parce qu'on est tous responsables et on ne peut pas ne pas l'être parce que, ne serait-ce que parce qu'on s'est tu, qu'on a laissé faire. Rien, ça, c'est le minimum. Il faut être honnête de se l'avouer vers soi-même, se regarder dans un miroir et de se le dire. Et voilà, donc le résultat des cours, c'est ça, c'est que nos enfants partent. J'ai reçu une fois un étudiant qui est venu me voir parce que je l'avais encadré dans son mémoire de licence. Et ça c'est l'extraordinaire. Delia, que je n'ai pas vu pendant 2 ou 3 ans. Il m'a dit, voilà, Cheikh, je dis, voilà, je suis رايح. قلت له وين راك؟ قال لي رايح لأستراليا. قلت له علاش؟ il est venu au CRAP. راح لأستراليا. قلت له علاش راح لأستراليا؟ قال لي باش نهار نتوحش يجيني البيت تاع الطيارة غالية ما نقدرش نولي. C'est grave. C'est très grave. Pouvez-vous nous donner un aperçu sur les conditions climatiques de cette période-là, comme on a vu beaucoup d'animaux et tout, et la migration de l'homme préhistorique vers l'Europe? Un petit aperçu comme ça. Voilà le problème du communicateur. C'est ça. Pour moi, les questions d'environnement, de climat est tombées sous le sens parce qu'on avait des animaux qui demandaient un environnement et qui ne pouvaient pas. Si on était dans un milieu universitaire, la question serait, j'allais dire, entendue par soi-même. Donc le problème, le fait, c'est que nous avons des animaux ici, à l'époque. Nous avons des hippopotames qui demandent beaucoup d'eau. Nous avons des marécages. Nous avons des bovidés. Nous avons des suidés. Donc il faut voir un environnement un peu plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui, donc avec un peu plus de végétation, avec un peu plus de retenue d'eau, et un peu plus, j'allais dire, d'environnement vert. Pas forêt, mais un peu moins, voilà, dans ces environnements-là. Et c'est ça l'environnement qui prévalait donc à cette époque-là. Encore une fois, je dis ça, encore une fois, par honnêteté scientifique, cette question n'a pas été étudiée pour la région d'ici. Je dis ça par extrapolation parce que je connais par ailleurs comment c'est fait. Mais partant donc du fait que de la présence donc de ces animaux, on peut tout de suite imaginer l'environnement que c'était. Et c'est une des questions qui serait à traiter si un jour d'autres grottes qu'Ali Bacha, il faut aller voir dans quel état c'est en fait, qu'Ali Bacha serait découverte, que des travaux donc de paléenvironnement seraient faits et la mise en place donc de tous ces scénarios-là. Voilà un peu comment je verrais moi donc cette région-là.
la migration de l'homme vers l'Europe, alors il y a, vous savez, il y a tout d'abord les migrations des hommes préhistoriques ne sont pas passées en Boeing. C'est-à-dire les cartes que vous voyez dans les livres